Bonjour à tous. D'abord, merci à vous tous d'être venus pour assister à ce séminaire sur les matériaux, dans tous les sens du terme. Séminaire qu'on a délocalisé, vous comprenez pourquoi. Donc, c'est le deuxième qu'on fait à l'atelier. Le premier avait été sur l'économie sociale et solidaire. On avait pu l'organiser à l'atelier. Le deuxième, évidemment, pour les raisons de Covid, on a préféré donc le faire dans ce lieu. Un grand merci à l'IBOT d'ailleurs de nous accueillir. On inaugure le bal monté. Donc merci à toute l'équipe de l'IBOT de nous avoir aidé à installer le matériel nécessaire pour le bon fonctionnement de ce séminaire. Et puis courage à eux surtout, parce que la période est compliquée pour ces lieux de diffusion culturelle. Vous le savez, donc il faut résister et on les encourage à tenir le coup. Donc ce séminaire, donc c'est le deuxième, il y en a 3 autres qui sont programmés sur un rythme encore à définir, peut-être tous les 2-3 mois, à voir avec nos équipes en fonction des disponibilités. Il y en aura un sur la ruralité, beaucoup de choses à dire sur cette thématique. Un sur les bâtiments d'énergie positive. Un autre sur les lieux de culture aussi. Alors, je ne les ai pas mis dans l'ordre, mais ça va se faire aussi en fonction des intervenants qu'on pourra récupérer, entre guillemets, excusez-moi pour le terme, mais en tout cas, des intervenants disponibles. Puis évidemment, il faut mettre du contenu, il faut mettre du sens, donc ça prend quand même un petit peu de temps de préparation. J'en profite aussi pour 2-3 actualités qui ont un sens aussi avec ce séminaire. On lance à l'atelier ce qu'on a appelé des regards croisés. En fait, ce sont des mini-interviews vers des gens qui racontent des histoires avec du sens et qui sont en lien avec nos métiers. Donc c'est quelque chose en fait qui nous anime, nous, d'aller chercher effectivement des personnes, des sociétés, des structures qui racontent des belles choses et qui alimentent en fait un propos et qui nous donnent du sens à notre existence aussi. La 4e édition de Installe-toi chez King Kong, qui a lieu mi-octobre, sans vernissage. Bon, toujours pour les mêmes raisons. Alors là, il n'y aura pas d'huîtres, il n'y aura pas de vin blanc. L'installation sur le thème du déménagement, une expo qui s'appelle Mimi, réalisée par Ruto et Senecio, si je ne me trompe pas. Le thème du déménagement, alors grand merci à eux, parce que c'est quand même pas simple effectivement de faire quand même une installation à l'atelier, donc dans le contexte dans lequel on est. Et puis c'est vrai que c'est très décevant de ne pas pouvoir faire de vernissage, mais on réfléchit à un mode quand même de diffusion et une façon de montrer quand même l'installation. L'idée de déménager, du déménagement, ça m'amène à vous dire donc effectivement, on déménage. Donc le déménagement est prévu pour le début d'année prochaine. La date n'est pas fixée, mais bon, c'est en cours. Voilà. On va partir sur les boulevards, dans un endroit plutôt sympa. Enfin, vous verrez ça, on s'en reparlera. Et puis, petite annonce pour vous dire que ça y est, enfin, le bureau parisien existe physiquement. Les équipes sont déjà en place là-bas depuis maintenant quelques temps, mais cette fois-ci, le bureau est là. Et on est ravis de le dire. Et c'est encore une nouvelle aventure qui démarre pour l'atelier. Merci à nos intervenants. Mathieu est là pour animer aussi un peu, faire un modérateur. Non, je sais pas, fais comme tu peux, comme tu le sens. Et puis l'idée de ce séminaire, donc évidemment, donc c'est bien sûr c'est échanger sur des thématiques qu'on ne connaît pas toujours très bien, dont on parle. Donc c'est important voilà, d'écouter des gens qui bossent là-dessus, et surtout on s'inscrit dans un dialogue. Donc peut-être n'hésitez pas à intervenir à un moment donné, poser des questions. C'est quelque chose qui est très, très ouvert et sans grand formalisme, quoi. Voilà, merci encore une fois à vous tous, et puis donc je laisse la place peut-être à Mathieu pour dire 2 mots. Merci. Donc bonjour à tous. Voilà, on est ici dans le bal monté, c'est un peu le temple du réemploi, puisqu'en fait on est dans un barn-up qui ont été cherchés à Dijon, les tables qui ont été chinées. Donc c'est quand même
un bon lien vers les volets qu'on va vous présenter. Donc on va vous présenter 2 volets aujourd'hui pour les techniques de réemploi comme matière à construire. Le premier volet sera animé par Aymeric Meunier du bureau d'études Reuse et la société BDS qui vont présenter leurs spécificités, réemploi des matériaux, contexte historique, contexte juridique, et puis leur expérimentation. Pardon, merci Pauline. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, ce sera le volet sur la terre comme matière à construire. Il va y avoir Amaco, donc j'ai le plaisir de vous présenter Amaco, qui est l'atelier de matière à construire, qui sont spécialisés dans la terre crue et qui vont vous présenter la terre en général, ses spécificités. Et ensuite, on va aborder le cycle terre, qui est en fait les réemplois des terres d'excavation du Grand Paris. Et on fera en fait un focus sur la technique de la terre coulée, en réponse au postulat à la ville de Bordeaux, enfin ville blonde en fait, et en contrepartie de l'utilisation des bétons teintés. La terre coulée en fait quelque chose d'un peu expérimental, et on aura un troisième intervenant qui s'appelle Mathieu Neuville, qui n'est pas encore arrivé, qui a monté une petite start-up qui s'appelle Materup à côté de Bayonne, avec un process de terre coulée un peu plus industrialisé. Et voilà, on est heureux de vous entendre parler de ça. N'hésitez pas à poser des questions, comme l'a dit Laurent. Bonjour à tous, moi je suis Aymeric Meunier de l'agence Ruse, une société de conseil et d'ingénierie en réemploi de matériaux de construction et design circulaire. Donc je vais vous présenter effectivement le cycle du matériau, plutôt moi, et avec un focus sur le réemploi. Au passage, sur cette slide, on peut apercevoir une palette de matériaux de déconstruction que nous, chez Ruse, on essaye par tous les moyens de réintroduire sur des projets de construction. Alors, je vais commencer par une petite page d'histoire. J'ai balayé, en fait, de manière très très synthétique, en 4 points, l'évolution de la construction et de la déconstruction à travers les temps. En fait, pour commencer, en fait, le réemploi est une pratique qui est très très courante depuis toujours. On a toujours, pour des soucis d'économie, on préférait en fait se servir dans des bâtiments qui étaient vétustes aux alentours pour construire des nouveaux projets. Donc on se servait d'éléments tels que des colonnes, des éléments un peu décoratifs pour habiller le nouveau projet. En fait, à cette époque, le transport et puis l'extraction étaient des opérations extrêmement coûteuses, puisque l'énergie disponible à cette époque était seulement une énergie humaine et animale. Ensuite, les opérations de déconstruction, jusqu'à la fin du XIXe siècle, pouvaient être vécues comme des opérations de récupération de matériaux plutôt que de déconstruction. Le maître d'ouvrage qui souhaitait se débarrasser d'un immeuble faisait publier un avis de vente de matériaux, donc celui qu'on peut voir ici, et il y avait des repreneurs qui venaient, en fait, qui offraient leurs services pour déconstruire, pour déposer finement les matériaux qu'ils voulaient acheter, et les racheter. Donc c'était vraiment une opération gagnante pour le maître d'ouvrage, et du coup ça favorisait au maximum le réemploi. Alors quand est-ce qu'il y a eu le basculement où le réemploi est devenu un peu moins attractif et la déconstruction est devenue plutôt une démolition? Il y a eu la révolution industrielle où le transport a été facilité, les engins mécaniques qui sont apparus ont facilité aussi l'extraction massive de ressources naturelles plutôt loin du projet. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et après, il y a eu aussi la pression en fait foncière, le développement urbain des villes, qui a favorisé du coup le fait qu'il fallait démolir très très vite les bâtiments, et le manque d'espace aussi de chantier. Donc il y a un moment donné où les repreneurs ont dû en fait s'organiser pour démolir plus vite dans un espace plus contraint, du coup avec des moyens beaucoup plus lourds, et ce sont donc devenus des vrais démolisseurs. Après, je laisserai aussi Pierre Guillardot de BDS compléter ce point de vue, parce qu'il est bien mieux placé que moi pour en parler.
Et après, en dernier point, j'ai voulu juste lister quelles étaient les contraintes actuelles pour la déconstruction aujourd'hui sur nos opérations. À chaque fois, en fait, le délai est très court. Il y a les contraintes de pollution, évidemment, amiante et plomb, qui peuvent apporter une contrainte supplémentaire pour le démolisseur. Il y a souvent un manque de stockage, de place de stockage, je veux dire. Le travail en hauteur pour déposer finement des éléments peut être aussi une grosse contrainte pour le démolisseur. Et ensuite, aujourd'hui, on est en train de démolir essentiellement des bâtiments qui sont en matériaux composites. C'est des bâtiments en béton armé, et ces bâtiments n'ont jamais été conçus pour être déconstruits. C'est un peu le problème. Donc, il nécessite des moyens très lourds pour vraiment réduire en poudre ces matériaux. C'est beaucoup plus dur de les trier aussi, donc de mettre d'un côté les ferrailles, de l'autre le béton, pour après les recycler. Voilà. Et donc, c'est des assemblages qui sont souvent non réversibles. Et enfin, je pense qu'aujourd'hui, il faut peut-être se poser un peu la question du bilan carbone de cette opération de déconstruction et essayer de la réduire. Ensuite, je vais vous parler du contexte écologique, que tout le monde connaît, hein, le dessin des architectes encore heureux, qui est assez explicite. Aujourd'hui, on prélève dans le monde 60 milliards de tonnes de ressources, dont 45 milliards qui sont du sable marin, donc c'est un peu inquiétant. Et 66% de ce sable, d'ailleurs, est destiné aux bâtiments et aux travaux publics. De l'autre côté, on produit 12 milliards de tonnes de déchets dans le monde, dont 45 millions en France pour le bâtiment. Donc le bâtiment est un très gros consommateur de ressources et aussi un gros producteur de déchets. Est-ce qu'il ne serait pas temps, du coup, de se poser la question de passer d'un modèle d'économie linéaire à un modèle d'économie circulaire, sachant que le modèle d'économie linéaire n'est autre que extraire de la ressource très loin, de manière massive et très très énergivore, faire transporter cette ressource jusqu'au projet, construire des matériaux composites qu'il est très difficile de déconstruire par la suite, et après, au mieux, recycler ces éléments-là et au pire, les enfouir. VS, l'économie circulaire, qui n'est autre que on va prendre les déchets des uns comme ressources pour les autres. Du coup, il y a moins d'extraction de ressources et il y a moins de production de déchets. Ensuite, du coup, l'économie circulaire, c'est très bien, hein, tout le monde veut y aller. On commence un peu à s'organiser au niveau des réglementations pour un peu les structurer. La première réglementation, c'est la directive européenne de 2008, où la France s'est engagée à respecter à horizon 2020. Qu'est-ce que dit cette directive ? En gros, il faut valoriser les éléments de déconstruction sur une opération à hauteur de 70% en valorisation matière. Et ensuite, il y a une hiérarchie dans les actions de traitement des déchets qu'il faudrait favoriser, à savoir au début, ce qui serait bien, c'est de faire en sorte de moins démolir, donc du coup de moins produire de déchets. Ensuite, favoriser le réemploi avant le recyclage, qui est une opération maintenant qui est assez bien rodée. Et ensuite la valorisation, y compris énergétique. Et enfin, en dernier recours, l'élimination, c'est-à-dire l'enfouissement. Alors je vais juste passer sur le petit schéma de droite pour expliquer un peu la nuance entre le réemploi et la réutilisation, qui n'est pas souvent très bien comprise. Quand on est dans les nuances de vert, donc c'est bien, on est dans la prévention, on est dans le réemploi, c'est-à-dire qu'on a encore l'élément de construction qui va être déposé, qui est encore perçu comme une ressource. Parce qu'on intervient avant que le professionnel du déchet va le mettre dans sa benne et le faire quitter du site. Dès que l'élément est dans la benne du professionnel du déchet, on est dans le statut du déchet, donc on a passé la fameuse barre. Et même si un repreneur veut prendre cet élément-là, on est dans la réutilisation. Donc il faudra faire des opérations de réhabilitation
de cet élément pour qu'il redevienne une ressource. Donc repasser par une batterie de tests et de justifications réglementaires pour le refaire passer de l'autre côté de la barre, donc en ressource. Ensuite, l'autre loi qui est en cours, c'est la loi économie circulaire, où il y a deux items à retenir. Donc, cette loi devra être effective en 2022. Le premier item, c'est qu'il va y avoir un diagnostic produit matériaux déchets qui sera obligatoire en 2022, qui est un peu assimilé à un diagnostic déchets plus. On va plus regarder un petit peu le devenir de ces déchets et les regarder plus comme des ressources. Et l'autre point, c'est la REP, donc la responsabilité élargie des producteurs. Pour faire simple, c'est le principe du pollueur-payeur. Le producteur qui produit des matériaux devra s'occuper du devenir de ceux-ci, même dans leur fin de vie. Voilà. Alors, la démarche économie circulaire, donc comme je disais tout à l'heure, l'économie circulaire, je pense qu'aujourd'hui il y a pas mal d'acteurs qui sont sensibilisés. Tout le monde est assez motivé pour y aller. Le problème, c'est que la filière n'est pas du tout encore structurée. Il y a peu de filières qui ont émergé. Donc on a besoin d'avoir des acteurs qui facilitent un peu la démarche et le processus pour structurer les choses. Donc les AMO réemploi ont un peu, voilà, c'est une nouvelle pratique. Nous, Ruse, c'est ce qu'on offre comme mission sur nos opérations. On est des AMO réemploi à l'échelle des bâtiments ou à l'échelle d'un territoire. Et donc on aime à dire qu'on est un trait d'union en fait, d'ingénierie et de design entre le monde de la déconstruction et le monde de la construction. D'un côté, on facilite les déconstructeurs pour valoriser de manière plus vertueuse les éléments. Et de l'autre côté, on facilite les constructeurs pour intégrer la démarche d'économie circulaire dans leur projet. Donc là, je vais vous détailler un petit peu le processus d'ingénierie en fait, d'économie circulaire qu'on met en place sur nos projets. Donc on a toujours le fameux diptyque, d'un côté la déconstruction, de l'autre la construction. Donc en phase déconstruction, le premier élément de mission qu'on réalise, c'est le diagnostic de l'existant. Donc on va faire un audit de l'existant assez exhaustif. D'une part, donc un diagnostic déchets. On va inventorier, on va recenser, on va quantifier tous les éléments qui vont être déconstruits et qui vont être évacués du site, de manière à avoir vraiment une étude globale qui nous permet après d'avoir des chiffres de référence pour calculer justement des taux de valorisation. Ensuite, on va faire, en même temps plutôt même, on va faire un diagnostic ressources. Donc là, on est plutôt attaché à recenser et à caractériser des éléments qui ont un vrai potentiel de réemploi. On sait que derrière, il y aura une filière de réemploi ou de valorisation un peu plus importante que le recyclage. Ensuite, il s'agira de cadrer ces objectifs de valorisation avec le maître d'ouvrage et avec le maître d'œuvre de déconstruction. Donc on retrouve le fameux objectif de 70% de valorisation de matière. Mais après, on va essayer d'aller plus loin et donc de tisser même des liens avec des industriels pour faire du recyclage maîtrisé. C'est-à-dire du recyclage qui ne passe pas par un centre de tri. On va tout de suite identifier des industriels qui vont reprendre la matière pour la réinsérer dans leur processus de fabrication. Et après, évidemment, étudier des solutions de réemploi in situ. Donc là où on va voir avec le maître d'ouvrage s'il n'y a pas des éléments qui auraient leur place sur le projet, le futur projet. Et du réemploi ex situ. Donc là, on est plus sur de la revente de matériaux ou du don à des associations ou à des gens qui se souhaitent porter acquéreurs de ces éléments. Donc il y a une recherche des filières qui est réalisée de manière locale, hein, c'est mieux. Et après, une fois qu'on a identifié toutes les solutions de réemploi, on va commencer à regarder comment il faut qu'on réalise la dépose de ces éléments de manière la plus pertinente. Parfois, ça ne sert à rien de déposer avec des pincettes un matériau quand on sait que derrière, le repreneur va
va pas faire ça de manière très précautionneuse. Donc il faut vraiment adapter chaque dépose en vue de chaque utilisation et usage futur. On va bâtir du coup les CCTP bien sûr avec le maître d'œuvre de déconstruction pour intégrer cette composante de précurage qui est souvent essentielle en fait sur les opérations de déconstruction. Et donc après de cadrer le marché de l'entreprise de déconstruction et démolition. Et enfin on fait le suivi de travaux. De l'autre côté, et en parallèle surtout, on intègre les objectifs d'économie circulaire au projet avec le maître d'ouvrage. Donc là, c'est pas encore très bien défini, il n'y a pas de réglementation sur cette intégration d'économie circulaire aujourd'hui. Il y a des opérations où on essaye de dire on va intégrer 1% de l'opération en économie circulaire. Alors, on ne sait pas encore comment on quantifie cet objectif. Ça peut être on peut le quantifier en tonnes, on peut le quantifier en euros ou en carbone. Et le carbone commence à être peut-être l'indicateur le plus pertinent. Ensuite, on a un travail à réaliser avec les AMO environnement, où on va effectivement essayer de chercher le maximum de points sur les labels grâce au réemploi et à l'économie circulaire, et même préparer le terrain aussi des réglementations futures, notamment sur le carbone, pour le plus et moins. Ensuite, il y a un travail collaboratif à réaliser avec l'ensemble de la maîtrise d'œuvre, donc avec les architectes, les bureaux d'études techniques et aussi les bureaux de contrôle. On va lister des solutions constructives, décarbonées et circulaires qu'on peut intégrer dans le projet. Donc ça, c'est un travail qu'on fait avec les architectes pour essayer de trouver la meilleure place pour ces solutions dans le projet. Et évidemment, de travailler correctement avec les bureaux de contrôle hyper en amont pour qu'il y ait le moins de freins possible pour la suite. Le réemploi, après, peut être soit dans un lot réemploi, donc les solutions constructives, elles seront regroupées dans un seul lot, soit on peut disséminer ces solutions dans les lots classiques en variantes réemploi. Voilà, il y a plusieurs stratégies. Il va falloir évidemment rechercher les acteurs qui sont capables de réaliser ces solutions constructives. Aujourd'hui, il y en a peu. Donc il faut souvent faire de l'incitation auprès des acteurs classiques, essayer de les inciter au maximum à faire ces variantes réemploi, ce qui n'est pas toujours facile. Et quand on a vraiment du mal soit à inciter, soit à trouver des acteurs, nous chez Ruse, on met un peu la main à la pâte. Et on a des confrères et des partenaires qui sont souvent des makers, où on réalise en fait des prototypes de solutions. Donc ça peut être des prototypes de cloisons, des prototypes de parements décoratifs, de sols. Et on va faire des tests dessus avec des. Alors là, on va faire j'en parlerai après. On réalise des prototypes et après on va suivre les travaux de ces solutions décarbonées. Du coup, derrière, je vais passer en revue quelques projets que j'ai sélectionnés, qu'on a en ce moment chez Ruse. Donc ça, c'est un projet de bureau à Levallois, qui s'appelle Europa, sur lequel on a estimé un taux de valorisation à 78%, donc qui est plutôt très bien parce qu'il n'y a pas beaucoup de béton à démolir. Il y a le critère Ouest 1 de prime qui a été étudié. C'est un des critères principaux en fait dans les labels qui traitent le réemploi. On a pu du coup obtenir des crédits sur BREEAM grâce au critère Ouest 1. Et notamment par rapport aux solutions que je vais évoquer juste derrière, on a réussi à faire du réemploi in situ sur des dalles de faux plancher, dalles de faux plafond, dalles de terrasse sur plot et chemin de câble, et du réemploi ex situ sur des fauteuils d'auditorium, de la moquette, des pavés, des luminaires, notamment via la marketplace Bacacia. Alors, pour nous, au début du projet, on avait bien plus d'ambition, bien sûr, et à chaque fois, les freins qu'on rencontre font que les démonstrations sont pas énormes.
Néanmoins, c'était une des premières opérations qu'on a réalisées. On a quand même réussi à garder ce scope de réemploi sur le projet, donc on est quand même assez content. Donc on peut voir d'ailleurs qu'ils sont stockés des dalles de faux au plancher et de la moquette. Prêt à partir pour un repreneur. Notre projet, c'est le Wiki Village Factory. Donc là, on est en plein dedans. Toujours à Paris. Là, Ruse, on intervient plutôt comme... donc on intervient vraiment sur les solutions éco-responsables. On n'a pas du tout étudié la déconstruction, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup d'ailleurs. Et du coup, notre mission, c'est d'intégrer des variantes en réemploi sur le projet. Donc sur des cloisons de bureau, sur des brises soleil en bois, sur des façades de murs rideaux et sur du mobilier extérieur. Donc là, on peut apercevoir un croquis d'une cloison qu'on va lancer en prototype à partir de menuiserie extérieure d'un autre projet qu'on a en déconstruction. Voilà. Donc on va tester en fait cette cloison avec des tests acoustiques, parce que finalement c'est le seul critère performantiel de cet objet qu'il faut tester. Le projet que j'ai sélectionné, qui est assez local ici, qui a Esine avec Réalité et la Fab, c'est le projet Aimé Césaire, où la Fab Bordeaux Métropole et son AMO Réemploi, le collectif Cancan, mènent une démarche d'économie circulaire sur leur territoire. Et nous, avec Aimé Césaire, on est un site récepteur de matériaux de déconstruction, de leurs opérations de déconstruction sur leur territoire. Donc c'est très intéressant parce qu'on arrive à faire une boucle d'économie circulaire au sein d'un territoire. Et donc là, alors pareil, on avait beaucoup d'ambition au début, puis ça s'est un peu réduit au fur et à mesure, mais on va quand même réaliser des abris vélos à partir de conteneurs en fin de vie et à partir de bois de réemploi issus des charpentes bois des opérations de déconstruction de la voilà, et on va aussi réaliser du mobilier extérieur à partir des gabions, à partir de gravats de démolition de la Fab, et aussi une assise en bois de récupération, de réemploi. Un projet où on a été concepteur et fabricant. Ruse est dans un collectif qui s'appelle Restore, qui est un collectif d'architectes, de designers, d'ingénieurs, d'artisans et de makers à Saint-Denis. Et du coup là, pour Les Canaux, qui est la maison des économies circulaires à Paris, on a réalisé une ombrière pour leur terrasse éphémère, qui est réalisée en 90% de réemploi, notamment de bois de réemploi. On l'a réalisé 100% démontable, pour que derrière on puisse la démonter très rapidement et la réemployer. La structure bois est en madrier d'échafaudage, les voliges sont en lames de bois de porte de cave à clairbois et aussi de chute de charpente. Et les brises soleil en fait sont autres que des plateaux de bureau de Badlia. Ce que j'aime bien dans ce projet, c'est qu'il est très low-tech. On a fait en sorte que les assemblages soient très réversibles, très low-tech, très faciles à réaliser. Et en même temps, il y a, je ne sais pas si vous arrivez à voir, en fait, il y a une espèce de peignes ici, là, qui ont été réalisés à la CNC. Donc c'est une fraiseuse à commande numérique, qui est un peu l'outil des makers. Et du coup, on a un mélange de low-tech et d'high-tech qui est assez pertinent pour le réemploi. Parce qu'on avait donc des chutes qui avaient tous des dimensions différentes, et grâce à ces peignes-là, on a pu du coup les assembler assez facilement. Donc voilà. Et je vais finir sur un projet de recherche et de développement qu'on mène avec d'ailleurs BDS, qui est Restood. C'est un projet de recherche sur l'étude d'une filière de réemploi de bois structurel en Aquitaine, également avec Novatec, INEF4 et Exiso Futur.
Le but de ce projet, c'est d'étudier l'ensemble d'une filière, depuis la dépose minutieuse d'une charpente qui va être déconstruite en bois, en passant par du coup la collecte de ces matériaux de manière la plus pertinente, leur stockage, leur revalorisation, comment on va reclasser le bois par essence, comment on va justifier les propriétés mécaniques pour, à l'arrivée, s'en servir comme fourniture pour un constructeur bois ou pour un poseur. Donc là, on voit un petit peu la chaîne de cette filière. Juste avant la déconstruction, la dépose sélective, le matériau qui après peut être redébité en lame de bois, qui peut servir à faire du bois, la lamelle décollée, et donc une charpente qui peut être d'ailleurs assez technique, avec des lamelles de bois de réemploi. Voilà, j'ai été assez rapide. Je vais laisser du coup la parole à Pierre Gallo de VDS.